Donc un nouvel extrait de l'émission que j'ai faite à Paris avec Nathalie qui me pose directement une question. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Je développerai un petit peu les points que j'ai développés déjà à la radio. On écoute Nathalie. Vous avez la possibilité maintenant de poser une question à Jean-Charles Bouchou. Il vous écoute, allez-y. Alors, moi, j'ai vécu pendant 10 ans avec un pervers manipulateur. Et en fait, j'ai des traumatismes par rapport à ce vécu, dont j'ai du mal parfois, à refaire confiance. Et je me demandais, est-ce que le temps peut régler ça? Est-ce que, voilà, même si je fais une psychanalyse à côté. Ah oui. Ouais. Oui, alors oui, le temps règle ça, mais la psychanalyse permet que ça aille beaucoup plus vite. Il y a combien de temps est-ce que vous êtes séparés? Séparés? Ça fait plus de 10 ans. Ah ouais. Donc normalement ça devrait déjà. Pas très bonne. Hein. Excusez-moi, oui, je crois que. Non, mais je viens de la redémarrer pour travailler sur ça. Ouais, ouais. Mais au bout de 10 ans, normalement, les symptômes devraient avoir disparu. Donc c'est que il est possible aussi, vous savez, que ça réactive des choses de l'enfance. C'est-à-dire que pour qu'il y ait traumatisme, nous disait Freud, il faut qu'il y ait répétition. Oui. Et donc, il se peut que ce que vous avez vécu avec cette personne qui était manipulatrice, vous l'ayez déjà vécu enfant et que ça vienne réactiver des blessures de l'enfance. Mais ça, j'imagine que vous le travaillez en psychanalyse. Oui, hein? D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'on va très rapidement travailler sur l'enfance en analyse. C'est parce que c'est souvent ça, c'est ça qui crée le symptôme. C'est pas parce que si je rencontre quelqu'un de violent, je m'en vais, c'est terminé. Je vais avoir des petits symptômes, où je vais être un petit peu inquiet, mais ça va vite passer. Par contre, si ça vient réactiver des choses qui avaient existé déjà dans l'enfance, d'abord ça dure plus longtemps, on l'a vu tout à l'heure. D'abord, on se rend pas compte que c'est pas normal. C'est ça, on se rend pas compte parce qu'on se dit c'est normal, c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et en plus, si vous voulez, ça vient réactiver les traumas de l'enfance. Donc bienvenue la psychanalyse. Oui, très bien, je vous remercie. Bon, donc continuez votre analyse et ça va tout doucement, vous allez reprendre confiance. Oui, mais il faut d'abord reprendre confiance en vous, peut-être aussi. Oui. Moi, ce que je remarque souvent chez des personnes qui justement n'ont pas confiance dans les autres, c'est que quelque part elles n'ont pas confiance en elles-mêmes et elles n'ont pas confiance dans leur intuition. J'essaie de l'écouter et puis des fois je me dis que en fait peut-être que je me trompe et qu'il faudrait que je laisse une chance à l'autre et voilà, ce qui fait que alors ça, c'est une forme de mauvais chemin. Ça, c'est une forme de déni. Hein. C'est une forme de déni. Et effectivement, vous avez raison. C'est parce qu'on est coupé de soi-même. À un moment donné, quand on perçoit le symptôme chez l'autre, au lieu de dire c'est anormal, je n'en veux pas, on dit ça va passer, le pauvre il a souffert, etc. On rajoute une phrase magique et on rentre dans quelque chose de l'ordre du déni. Donc, j'en suis quand même consciente, donc je travaille sur ça aussi. Donc, faites-vous plus confiance. Et dans votre cas, je dis pas forcément toujours ça, mais dans votre cas, il vaut mieux passer à côté de quelqu'un qui en valait peut-être la peine que de prendre le risque, alors que vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas, de prendre le risque de replonger dans une relation toxique. Ouais, vous pouvez vous faire confiance. Hein. Si vous vous méfiez de quelqu'un, c'est qu'il n'en valait pas la peine. Hein. Vous l'avez senti. Hein. Vous voyez ? Non. Oui. Comme ça, vous avez gagné du temps. Perdez pas de temps avec ceux quand ça clignote. Oui. Changer de trottoir. Oui. Très bien. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Au revoir et bonne fin de journée. Donc 2 points qui me semblent importants de reprendre, c'est la notion de traumatisme. Vous l'avez peut-être entendu, je dis il y a traumatisme lorsqu'il y a répétition. Alors en fait, on voit plusieurs formes de traumatisme. Maintenant on les appelle traumatisme de type 1, traumatisme de type 2. Le type 1 s'appuie sur un événement qui est extrêmement difficile, un viol, un attentat. J'imagine les gens qui ont vécu le Bataclan, il n'y a pas besoin qu'il y ait répétition bien évidemment pour qu'il y ait stress post-traumatique et les symptômes qui apparaissent. Par contre, nos traumatismes de type 2 s'inscrivent lorsqu'il y a répétition. Imaginez quelqu'un a un chien, il s'énerve contre son chien, il le frappe. Il ne va pas générer un traumatisme. Le chien est surpris, il va se plaindre, il va peut-être se défendre, enfin bref, il va y avoir des réactions, je ne dis pas le contraire. Mais il n'y aura pas de traumatisme. Par contre, si la personne recommence et recommence encore, à un moment donné, il va y avoir effectivement le traumatisme. Et ça va se voir quand la personne s'approche du chien, même s'il ne lui veut pas de mal, le chien devient craintif. On le voit parfois chez des enfants qui font comme ça, qui ont peur. Ça, ce sont des enfants qui ont subi un traumatisme. Et c'est pour ça que je propose à la personne qui met plus de 10 ans pour arriver à se remettre d'une rupture et de ce qu'on lui a fait subir, il y a eu certainement pendant sa relation
une répétition d'agression, certainement, mais pour que ça dure 10 ans, ce qui est quand même extrêmement long, c'est que ça doit faire écho à des traumatismes qui remontent à l'enfance. C'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, subit de la maltraitance, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis, si vous voulez, comme il ne peut pas répondre, parce que généralement les enfants ne répondent pas à leurs parents ou pas à la hauteur de ce qu'ils ont subi, alors il garde, si vous voulez, sa souffrance, il garde son énergie inconsciente, refoulée, et à l'occasion de situations qui ressemblent à l'âge adulte, à ce moment-là, va se réenclencher un traumatisme qui est antérieur, en fait, à ce qui lui arrive dans sa vie. C'est pour ça, et je l'explique ça dans l'émission radio, qu'en psychanalyse, bien évidemment qu'on entend la personne sur l'actuel et ce qu'elle est en train de vivre ou ce qu'elle a vécu récemment, mais très rapidement, on va l'interroger sur son histoire pour voir à quel endroit cela va faire écho. Parce que parfois, en dénouant une situation de l'enfance, on arrive à dénouer une situation dans l'actuel. Donc il y avait cet aspect que sur lequel je voulais revenir avec vous, donc du traumatisme. N'hésitez pas, si je ne suis pas suffisamment clair, à écrire en description, à poser des questions et à demander des compléments de réponse. Et il y avait un deuxième, oui, parce que j'ai pris des notes, il y avait un deuxième aspect, c'est nous sommes coupés de notre intérieur. Et ça, c'est extrêmement important, même si vous n'avez pas été confronté à la perversion narcissique, vous pouvez peut-être repérer ça dans votre vie, à quel point nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, coupés de notre intérieur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont me dire, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui a mis en place des mécanismes de défense pervers narcissiques, on ne me le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je le traduis, et dès le départ, je le savais. Dès le départ, je savais que cette relation n'allait pas être une bonne relation. Et pourtant, je n'en ai pas tenu compte. C'est de ça dont je veux parler. C'est qu'à un moment donné, je sais, mais je ne tiens pas compte de ce que je sais. Donc, un des travaux qu'on a à faire quand on se sépare de quelqu'un qui a mis en place des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est à se recentrer sur soi. À la limite, on est dans un état de sidération. Un état de sidération, c'est quand je subis quelque chose de puissant et que je n'arrive pas à m'en remettre. Là, le meilleur moyen que je connaisse, c'est la méditation. Quand je suis en méditation, vraiment, mon conscient n'a plus la part essentielle dans mon esprit. Et même, à force de me concentrer, les pensées s'évanouissent et là, je suis pleinement corps-esprit. En tout cas, je vous souhaite, j'ose pas dire je vous conseille, d'essayer d'arriver à vous reconnecter à vous-même et vous verrez que vous trouverez beaucoup de solutions, pas seulement dans le relationnel, hein, mais aussi physiquement. Parfois, on ne tient pas compte de nos symptômes. On ne tient pas compte, par exemple, je vais trop manger jusqu'à me rendre malade ou je vais trop boire jusqu'à me rendre malade. J'ai des symptômes, j'ai mon corps qui me dit stop, tu devrais arrêter, mais le conscient n'en tient pas compte. Quelquefois, c'est un choix. Je décide d'aller faire la fête, je sais que je boirai trop, puis je sais que je paierai le lendemain le prix. Ça, c'est OK, parce qu'on est conscient des choses. Mais très souvent, on fait comme si on ne voyait pas les symptômes. Et les symptômes, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, viennent nous dire quelque chose, ils viennent nous dire quelque chose d'important, d'intéressant, que pour le moins nous devrions entendre. Voilà, c'était les points que je souhaitais retravailler avec vous. On se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo avec un nouveau témoignage. À bientôt.